Chili, été 1962. Cette année-là, le football était plus qu'un simple sport. C'était une véritable religion. L'équipe brésilienne accomplit un exploit, conserver son titre de championne du monde. Avec leur style de jeu offensif, flamboyant et artistique, ils transformèrent les terrains sud-américains en d'innombrables scènes de samba. Mais derrière la gloire éternelle de la Coupe Jules Rimet se cachent des vies au destin singulier. 63 ans ont passé, et le temps a laissé des traces indélébiles sur leurs existences. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont choisi une voie plus discrète, et d'autres encore ont connu une fin tragique. Revenons sur le parcours tumultueux des 22 héros qui incarnèrent l'esprit de cette génération dorée du Brésil. Didi était bien plus qu'un simple milieu de terrain. Il était le cerveau, le cœur et l'incarnation même de l'élégance sur le terrain. À 33 ans, un âge où nombre de joueurs de son époque songeaient déjà à la retraite, Didi dominait le milieu de terrain tel un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de samba. Parmi ses atouts, on retiendra ses passes longues d'une précision chirurgicale et, surtout, son légendaire coup franc « Fola Seca », fiale morte, qui a marqué les esprits. À 33 ans, Didi a démontré un sang-froid remarquable, une vision tactique magistrale et un leadership exceptionnel, guidant ses jeunes coéquipiers dans les moments les plus difficiles en l'absence de Pelé. Après son succès au Chili, Didi a poursuivi son ascension au rang de légende du football. Il ne s'est pas contenté d'être joueur, mais s'est lancé dans une carrière d'entraîneur ambitieuse. Il a mené l'équipe nationale péruvienne en quarts de finale de la Coupe du Monde 1970, un exploit qui lui a valu l'admiration du monde entier. Sa carrière d'entraîneur l'a conduit dans de nombreux pays, de la Turquie au Koweït, où il s'est toujours efforcé de diffuser sa philosophie d'un beau football. Dans sa vie privée, Didi était un homme intègre et honorable. Il vivait un mariage profond et aimant avec Guiomar, qui l'a soutenu aussi bien lors de ses années de gloire à Botafogo que pendant ses périodes plus discrètes au Real Madrid. Didi a toujours conservé une attitude noble, évitant les scandales et se consacrant à l'étude du football comme une science. Le plus frappant est le parallèle entre son rôle sur le terrain et sa vie privée. L'image d'un artiste flamboyant se reflétait étrangement dans son existence. Sur le terrain, il était l'élégant Monsieur Football, tandis qu'en dehors, Didi était un homme profond et calme qui a toujours su garder sa dignité face aux épreuves de la vie. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est brutalement interrompu. Le 12 mai 2001, Didi s'est éteint à l'âge de 72 ans des suites d'un cancer. Son décès a laissé un immense vide dans le cœur des supporters, mais son héritage de feuilles d'or qui tombent et son caractère de véritable gentleman sur le terrain resteront à jamais une histoire de vie qui donnera à réfléchir aux générations futures. Gilmar dos Santos. Neves était l'âme de Santos, le pilier inébranlable de la défense. Calme et doté de réflexes exceptionnels, il a disputé l'intégralité des 540 minutes, préservant sa cage inviolée lors de matchs cruciaux. À 31 ans, la performance de Gilmar a brillamment illustré le caractère de l'un des plus grands gardiens de but que le Brésil ait jamais connu. Il captait le ballon non seulement des mains, mais aussi avec une immobilité déconcertante qui déstabilisait tous les attaquants adverses. Après la Coupe du Monde 1962, Gilmar a remporté d'innombrables titres avec Santos, aux côtés de Pelé, dominant le football mondial des clubs. Il a notamment remporté 2 Copa Libertadores et 2 Coupes intercontinentales avec Santos, un palmarès dont rêverait n'importe quel joueur. La vie personnelle de Gilmar était un modèle de simplicité. Il épousa Jandira et construisit un foyer paisible, loin des paillettes et du glamour des projecteurs. Après sa retraite en 1969,
Il se reconvertit dans le secteur automobile et s'engagea dans des activités sociales, cultivant toujours l'image d'un gentleman exemplaire. Le plus frappant est la façon dont l'image de héros discret sur le terrain reflétait parfaitement sa vie privée. Sur le terrain, il était un pilier pour toute une nation. En dehors, Gilmore était humble et s'efforçait toujours de surmonter les épreuves personnelles avec un calme naturel. Cependant, ce parcours glorieux et paisible prit fin après une longue lutte contre la maladie, le 25 août. 2013, Gilmore s'éteignit à l'âge de 83 ans des suites d'une crise cardiaque soudaine. Sa disparition laisse un immense chagrin, mais l'histoire de ses mains d'or et de son sourire bienveillant restera à jamais gravée dans l'histoire du football. Mauro Ramos aborda la Coupe du Monde 1962 avec la responsabilité d'un leader succédant au légendaire Bellini. À 31 ans, il était un roc en défense grâce à son jeu intelligent et d'une ténacité hors du commun. Remarquable par son excellent sens du placement et son leadership serein, il joua l'intégralité des 540 minutes, contribuant largement à la solidité de la défense brésilienne. La performance de Mauro à cet âge révéla son caractère exceptionnel. Il ne se contentait pas de défendre, mais initiait également des attaques depuis sa propre moitié de terrain avec une rare élégance pour un défenseur central. Après le tournoi, la carrière de Mauro fut étroitement liée à la gloire de Santos. Il devint le capitaine qui souleva tous les trophées prestigieux de cette période dorée. Après sa retraite de joueur, il se reconvertit en entraîneur, dirigeant Santos et Coritiba, fidèle à sa philosophie d'un football propre et attrayant. La vie quotidienne de Mauro était un havre de paix. Il consacrait une grande partie de son temps à sa famille et à sa passion pour la musique classique. Il était reconnu comme un homme intellectuel, mesuré et extrêmement professionnel dans tout ce qu'il entreprenait. Le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée était indéfectible. L'image d'un guerrier artiste semblait étrangement liée à son destin. Sur le terrain, il était un commandant inflexible. En dehors, Mauro était doux, raffiné et toujours prêt à aider la jeune génération. Pourtant, ce parcours digne s'est achevé discrètement. Le 18 septembre 2002, Mauro Ramos s'est éteint à l'âge de 72 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Son héritage ne se limite pas à ses trophées, mais représente aussi un modèle de comportement pour un grand capitaine. Lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili, Djalma Santos incarnait une résilience hors du commun. À 33 ans, il écumait inlassablement le flanc droit, participant à tous les matchs du tournoi. Doté d'une force physique extraordinaire et d'une technique individuelle magistrale, il laissa une empreinte indélébile, notamment grâce à sa passe décisive magistrale pour le but de Vava en finale. La performance de Djalma à 33 ans illustrait à merveille la mentalité du défenseur moderne, solide en défense et explosif en attaque. Après la Coupe du Monde, il continua à jouer au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 41 ans à l'Atlético Paranaense, un record de longévité dans le football à l'époque. Après sa retraite, il consacra également une grande partie de son temps à la formation des jeunes, créant des académies de football au Brésil et en Italie. Dans sa vie personnelle, Djalma Santos était un homme débordant d'énergie et d'optimisme. Il avait une famille heureuse et s'impliquait toujours activement dans des œuvres caritatives, utilisant le football pour aider les enfants défavorisés à surmonter l'adversité. Djalma prônait une philosophie de dévouement désintéressé, œuvrant sans relâche pour la communauté. Le parallèle le plus frappant est celui entre son rôle de héros discret sur l'aile et sa vie réelle. Sa force sur le terrain laissait place à une grande douceur et une profonde gentillesse en dehors. Malheureusement,
Ce cœur passionné a cessé de battre après une longue lutte contre une pneumonie. Le 23 juillet 2013, Djalma Santos s'est éteint à l'âge de 84 ans. Sa disparition laisse un grand vide, mais son optimisme et son héritage en matière de jeu moderne d'arrière latéral resteront à jamais une source d'inspiration pour le monde du football. Nilton Santos participe à la Coupe du Monde 1962 à l'âge de 37 ans, un âge rare dans le football de haut niveau. Pourtant, l'encyclopédie évolua avec une grande sérénité sur l'aile gauche, disputant les 6 matchs. Grâce à son intelligence exceptionnelle et à son contrôle de balle élégant, il livra une performance brillante, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre lorsqu'on possède un esprit de génie. Après avoir remporté sa 2e Coupe du Monde consécutive, il retourna à Botafogo et joua 2 saisons supplémentaires avant de prendre sa retraite, consacrant l'intégralité de ses 6 années de carrière professionnelle à un seul club, preuve de sa fidélité inébranlable. Après avoir raccroché les crampons, il s'impliqua dans l'écriture et le conseil auprès du club, conservant une place particulière dans le cœur des supporters brésiliens. La vie de Nilton Santos fut un cheminement de profonde réflexion. Passionné de savoir, il aimait lire et étudier la philosophie. Il menait une vie paisible auprès de sa famille, loin du tumulte du monde moderne. Le plus frappant est la façon dont l'image d'un héros discret sur le terrain de football reflétait étrangement sa vie réelle. Sur le terrain, il était une source inépuisable d'expérience. En dehors, Nilton était un homme humble, toujours soucieux de l'avenir du football de son pays. Ses dernières années furent cependant marquées par une lutte tragique contre la maladie d'Alzheimer. Il oublia peu à peu ses buts et ses trophées, mais le monde ne l'oubliera jamais. Le 27 novembre 2013, Nilton Santos s'est éteint à l'âge de 88 ans des suites d'une infection pulmonaire. Sa disparition clôt un chapitre glorieux de l'histoire du football, laissant derrière elle une vie riche en enseignements, empreinte de loyauté et de sagesse. Vava a terrorisé toutes les défenses lors de la Coupe du Monde 1962 au Chili. À 27 ans, il était au sommet de sa carrière d'avant-centre, doté d'une puissance dévastatrice et d'un instinct de buteur redoutable. Avec 4 buts, il est devenu le meilleur buteur du tournoi, notamment grâce à ses 2 buts en finale, entrant dans l'histoire comme le premier joueur à marquer lors de 2 finales de Coupe du Monde consécutives. La performance de Vava à 27 ans a brillamment illustré le caractère d'un lion dans la surface de réparation, celui qui savait toujours briller dans les moments cruciaux. Après la Coupe du Monde, il a joué pour le Club América au Mexique, puis pour les San Diego Toros aux États-Unis, exportant sa mentalité de buteur brésilien à travers le continent. Après sa retraite de joueur, il s'est tourné vers l'entraînement, dirigeant l'équipe nationale brésilienne des moins de 20 ans et travaillant comme entraîneur adjoint dans des clubs prestigieux. La vie personnelle de Vava fut une succession de luttes acharnées pour surmonter l'adversité. Après sa retraite, il traversa des périodes difficiles sur le plan de la santé et des finances, mais il conserva toujours son optimisme et sa passion pour le football. Vava était un homme franc et sincère, profondément attaché à sa famille. Le contraste entre son image de guerrier féroce sur le terrain et son âme douce et sensible en dehors était saisissant. Il chérissait les souvenirs de ses coéquipiers et organisait fréquemment des retrouvailles avec d'anciens partenaires. Malheureusement, ce courage fut brutalement interrompu par un AVC. Le 19 janvier 2002, Vava s'éteignit à l'âge de 67 ans. Sa disparition laissa les supporters profondément attristés par la perte de ce grand buteur, qui avait consacré sa jeunesse à faire vibrer le Brésil. Mario Zagallo était un élément indispensable de l'équipe de 1962
grâce à sa polyvalence et son intelligence tactique. À 30 ans, il évoluait avec énergie sur l'aile, décrochant pour soutenir la défense et se projetant vers l'avant pour créer des occasions, à la manière d'un milieu de terrain moderne. Auteur d'un but crucial lors du tournoi, Zagallo s'est imposé comme l'un des joueurs les plus intelligents. Sa performance à cet âge a démontré son dévouement absolu à l'équipe, jetant les bases du style de jeu dynamique de l'entraîneur Aimoré Moreira. Après son succès au Chili, sa carrière a pris un tournant encore plus glorieux. Il est devenu une légende du coaching. Zagallo a été le premier à remporter la Coupe du Monde à la fois comme joueur et comme entraîneur. 1970. Il a consacré toute sa vie au football, occupant tous les postes, de directeur technique à conseiller suprême de la sélection, pendant plusieurs décennies. Dans sa vie personnelle, Zagallo était connu pour sa foi inébranlable en le numéro 13 et sa foi profonde. Il a vécu un mariage heureux de 57 ans avec Alcina, jusqu'à son décès. Homme discipliné et méticuleux, Zagallo était extrêmement dévoué à son travail. Le lien le plus frappant entre son rôle de héros discret sur le terrain et sa vie privée est sans doute celui qui unit son tempérament. Cette force d'âme et ce sang-froid semblaient être innés, lui permettant de supporter l'immense pression liée à son poste de sélectionneur du Brésil. Témoin de l'histoire, il a fait le lien entre toutes les générations dorées du football brésilien. Aujourd'hui, après près d'un siècle de gloire, l'héritage du « vieux loup » Zagallo perdure, symbole de dévouement et de prestige. Cependant, le temps n'épargne personne. Le 5 janvier 2024, Mario Zagallo s'est éteint à l'âge de 92 ans. Sa disparition marque la perte d'une des plus grandes figures de l'histoire du football, laissant derrière elle une vie inspirante, empreinte d'une passion inébranlable. Zito était l'âme du milieu de terrain, surnommé l'entraîneur sur le terrain. À 29 ans, il jouait avec un courage exceptionnel, contrôlait le rythme du jeu et motivait ses coéquipiers. C'est lui qui inscrivit le but de la victoire en finale contre la Tchécoslovaquie, portant le score à 2-1 grâce à une percée fulgurante dans la surface de réparation. Sa performance à cet âge illustrait parfaitement le caractère d'un leader discret, toujours prêt à sacrifier sa gloire personnelle pour préserver la cohésion de l'équipe. Après le tournoi, sa carrière resta étroitement liée à Santos, où il joua un rôle crucial dans la découverte et le développement de jeunes talents tels que Neymar et Robinho. Après sa retraite, il consacra sa vie à la direction de Santos, apportant son expertise pour construire l'avenir du club. La vie personnelle de Zito était un modèle de sérieux et de responsabilité. Il menait une vie simple et modeste à Santos, où il était considéré comme un modèle de loyauté. Homme de famille, il gardait toujours son calme et son intégrité en toutes circonstances. Le parallèle entre son rôle sur le terrain et sa vie privée est particulièrement frappant. L'image d'un guerrier menant ses coéquipiers incarnait parfaitement sa vie. Sur le terrain, il était un protecteur, tandis qu'en dehors, il encourageait les rêves des enfants. Malheureusement, ce parcours passionné s'est interrompu après une longue maladie. Le 14 juin 2015, Zito s'est éteint à l'âge de 82 ans. Sa disparition a laissé un grand vide, mais son héritage d'une âme dévouée et la force de son leadership resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures de milieux de terrain. Zosimo aborda la Coupe du Monde 1962 à l'âge de 29 ans, s'imposant comme un pilier de la défense. Digne successeur de ses prédécesseurs, il joua l'intégralité des 540 minutes, faisant preuve d'un jeu intelligent et courageux. Remarquable par son excellent jeu défensif et sa combativité, il laissa une empreinte indélébile, contribuant largement à l'exploit du Brésil qui n'encaissa que 5 buts durant tout le tournoi.
La performance de Zosimo à 29 ans illustra avec brio la remarquable maturation d'un défenseur qui était remplaçant en 1958. Après son succès au Chili, il continua à jouer pour Bangu et Flamengo avant de rejoindre le Pérou et le Salvador pour les dernières années de sa carrière. Il se lança ensuite dans une carrière d'entraîneur animée par l'ambition d'inculquer une philosophie défensive rigoureuse aux jeunes générations. La vie personnelle de Zosimo fut marquée par la tristesse. Homme bon et sensible, il aspirait à s'investir dans le football amateur. Après sa retraite, il consacra une grande partie de son énergie au développement du football dans les quartiers défavorisés. Le parallèle entre son rôle de héros discret sur le terrain et sa vie réelle est frappant. S'il défendait les cages avec brio sur le terrain, Zosimo était confronté aux cruels caprices du destin. Son parcours prometteur prit fin tragiquement et brutalement. Le 17 juillet 1977, Zosimo décéda à l'âge de 45 ans dans un terrible accident de voiture à Rio de Janeiro. Sa disparition prématurée, au sommet de son art, laissa un vide immense et une douleur incommensurable parmi les supporters, devenant l'une des plus grandes tragédies de la génération dorée de 1962. À 28 ans, lorsque Pelé se blessa, Garrincha, l'ange aux jambes tordues, porta à lui seul toute une nation sur ses frêles épaules. Avec 4 buts et des dribbles magiques qui mirent à mal les défenseurs tchécoslovaques, anglais et chiliens, il offrit une vision du football à la fois pure et sauvage. La performance de Garrincha à 28 ans fut l'apogée d'un génie solitaire qui transforma l'adversité physique en une beauté éternelle. Après le tournoi, sa carrière commença à décliner en raison d'une grave blessure au genou et d'une vie dissolue. Il évolua dans plusieurs clubs, des Corinthians à l'Atlético Junior, sans jamais retrouver sa gloire d'antan. La vie personnelle de Garrincha fut une saga tragique, marquée par les larmes. Il connut plusieurs échecs matrimoniaux, notamment sa relation très médiatisée avec la chanteuse Elsa Soares. Doté d'une âme d'enfant, indifférent à l'argent et à la gloire, il connut l'exploitation et la pauvreté. Il sombra dans l'alcoolisme pour échapper à sa souffrance physique et morale. Le parallèle le plus frappant est celui entre son rôle sur le terrain et sa vie réelle. L'image d'un artiste du football faisant sourire des millions de personnes contrastait fortement avec son destin tragique. En dehors des terrains, Garrincha était un homme solitaire, perdu au milieu de la gloire passée. Pourtant, ce parcours à la fois glorieux et amer s'acheva dans la solitude. Le 20 janvier 1983, Garrincha décéda à l'âge de 49 ans des suites d'une cirrhose et d'une dépression. Sa disparition plongea le Brésil tout entier dans le deuil, pleurant la joie éphémère qui s'était éteinte, laissant derrière elle l'héritage de ses jambes légendaires et une histoire de vie qui invite à la réflexion sur la cruauté du destin. Amarildo aborda la Coupe du Monde 1962 sous une pression immense. Remplacé Pelé, blessé. À 22 ans, le jeune joueur de Botafogo réalisa l'impensable, surnommé O Possuído, le maudit. Pour son style de jeu explosif et intrépide, il inscrivit 3 buts précieux, dont l'égalisation qui amorça la remontée en finale. La performance d'Amarildo à 22 ans illustra avec brio son incroyable sang-froid et sa confiance en lui, prouvant que le Brésil ne manquait jamais de génie. Après le tournoi, il rejoignit l'Italie et connut le succès avec l'AC Milan et la Fiorentina, remportant le Scudetto et devenant l'un des joueurs étrangers les plus respectés de Serie A. Après sa retraite de joueur, il se reconvertit en entraîneur, dirigeant plusieurs clubs en Tunisie et au Brésil, conservant toujours sa passion pour transmettre son expérience aux jeunes générations. Dans sa vie privée, Amarildo était un homme fort et déterminé. Après des années passées à jouer en Europe, il s'est construit une vie stable, s'impliquant activement comme ambassadeur du football et commentateur sportif.
Amarildo a toujours été fier de son rôle de grand remplaçant et a entretenu une relation privilégiée avec Pelé toute sa vie. Le point commun entre son rôle sur le terrain et sa vie réelle résidait dans sa capacité à saisir les opportunités. L'image d'un héros malgré lui semble s'être reflétée dans sa brillante carrière hors des terrains. Aujourd'hui, retraité, Amarildo, à 85 ans, coule des jours paisibles avec sa famille à Rio de Janeiro. Son parcours témoigne d'une persévérance sans faille, une histoire inspirante d'ascension fulgurante, des ténèbres à la gloire éternelle. À 21 ans, Pelé était au sommet de sa carrière après avoir remporté la Coupe du Monde 1958 et on s'attendait à ce qu'il domine le tournoi. Cependant, une grave blessure aux ischio-jambiers lors du match de poule contre la Tchécoslovaquie l'obligea à quitter prématurément le terrain chilien. Bien qu'il n'ait joué que 180 minutes et marqué un but spectaculaire, l'influence du « roi du football » imprégna toute l'équipe. Il passa la majeure partie de son temps sur le banc de touche, encourageant et inspirant ses coéquipiers, faisant preuve d'un caractère exceptionnel et d'un véritable esprit d'équipe. Après le tournoi, Pelé poursuivit son ascension au rang de légende, hissant le football à de nouveaux sommets avec un 3e titre de champion du monde en 1970 et des milliers de buts marqués pour Santos et le New York Cosmos. Il devint l'icône mondiale du football, un ambassadeur de la paix et un symbole intemporel de victoire. Dans sa vie privée, Pelé exerçait une influence considérable, bien au-delà des terrains de football. Il fut ministre des Sports du Brésil et participa à d'innombrables actions caritatives pour l'UNESCO et l'UNICEF. Cependant, sa vie ne fut pas exempte d'épreuves, marquée par des mariages ratés et des drames familiaux. Pelé a toujours affronté chaque situation avec sagesse et son sourire radieux caractéristique. Le lien entre son rôle de roi du football et sa vie réelle est particulièrement frappant. L'image d'un héros portant les espoirs du monde entier lui correspondait parfaitement. Pourtant, ce parcours exceptionnel prit fin. Le 29 décembre 2022, Pelé s'éteignit à l'âge de 82 ans des suites d'une défaillance multiviscérale due à un cancer du côlon. Sa disparition plongea le monde dans le deuil, laissant derrière elle un héritage footballistique colossal et une histoire de vie exemplaire, celle d'un homme qui a surmonté la pauvreté pour atteindre un succès durable. Hilderaldo Bellini arrive au Chili en 1962, auréolé du prestige d'un vétéran ayant mené le Brésil à la victoire en 1958. À 32 ans, bien qu'il ne joua pas une seule minute pour des raisons tactiques, sa présence au sein de l'équipe fut un atout moral inestimable. Bellini n'était pas seulement un défenseur talentueux, mais aussi un symbole de courage et de dévouement. Toujours prêt à relever tous les défis, il joua un rôle de mentor auprès de ses jeunes coéquipiers dans les vestiaires. Après le tournoi, il continua à jouer pour São Paulo et l'Atlético Paranaense avant de prendre sa retraite. Une fois les crampons raccrochés, Bellini ne se lança pas dans une carrière d'entraîneur de premier plan, mais choisit de contribuer au football dans des fonctions de direction discrètes, toujours respecté comme un modèle d'élégance et de respectabilité dans le football brésilien. La vie personnelle de Bellini était un exemple d'intégrité et de compassion. Il menait une vie paisible avec sa famille à São Paulo, consacrant une grande partie de son temps à des activités communautaires et à la transmission de valeurs morales à la jeune génération de joueurs. Bellini a toujours défendu la philosophie suivante: la vraie gloire réside dans le caractère, non dans les médailles. Le lien le plus frappant est celui entre son rôle de gardien sur le terrain et sa vie privée. Sa constance et son calme ont fait de lui un pilier pour sa famille dans les bons comme dans les mauvais moments. Cependant, les dernières années de Bellini furent une épreuve difficile car il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Le 20 mars 2014, Hilderaldo Bellini s'est éteint à l'âge de 83 ans.
Son héritage ne se limite pas à l'image iconique de lui brandissant le trophée de la Coupe du monde de 1958, immortalisé par une statue devant le stade Maracana, mais représente également une vie inspirante, marquée par le sacrifice et la fierté nationale.